Atlas is a place where dreams come true. Welcome to Star Atlas. Bonsoir à tous, bienvenue donc pour ce brew numéro 38, donc ce brew post Solana Breakpoint où on va pouvoir discuter un peu de toute la présentation de Star Atlas qu'on a eu à la conférence. On a eu du nouveau gameplay UE5, on a eu des nouvelles donc de la prochaine mise à jour de Sage. On a eu des nouvelles de l'appli mobile et puis une présentation générale du jeu par Michael Wagner. Donc sur la scène du Breakpoint à Amsterdam. On va pouvoir faire le point aussi sur l'événement Golden Ticket, qui en est du coup à sa 3e semaine maintenant. Et ce serait déjà pas mal pour un seul brew. Donc voilà, on a beaucoup de monde ce soir, je suis très content de voir que tout le monde est au rendez-vous, vu qu'on n'avait pas fait de brew depuis 2-3 semaines il me semble, un truc comme ça, peut-être même un mois. Donc là, ouais, on a plein de choses à voir. Solana est en feu, dans le bon sens du terme. L'écosystème Star Atlas aussi est en feu. L'économie Sage tourne à plein régime. Donc c'est cool. C'est cool. Là, on est dans une période d'effervescence que beaucoup attendaient, je pense. Donc ouais. Écoutez, on peut commencer du coup avec la présentation du coup Breakpoint où ils ont un peu chauffé la salle au début avec des images donc de FPS où on avait donc plusieurs personnages en FPS plutôt en TPS parce que c'est du shooter à la 3e personne. J'ai vu des gens comparer ça au mode multijoueur qu'on avait sur Mass Effect à l'époque. À différents jeux qui se jouent des jeux action shooter third person. Ça a pas l'air d'être super comment dire, ils ont pas l'air d'opter pour un truc hyper réaliste à la Tarkov ou à la je sais pas moi à la Arma, plus un jeu peut-être un peu plus arcade où voilà on saute partout, on met des coups de shotgun, on a différentes armes qui jouent un peu avec la physique. Ça a l'air quand même assez avancé leur système de FPS. Bon, c'est pas parfait encore, mais en tout cas, ça a l'air fonctionnel avec leur mode multijoueur, quoi. Parce que honnêtement, moi perso, je m'attendais pas à ce qu'on ait ça pour la prochaine mise à jour, mais visiblement, ouais, c'est parti pour la 2.2, quoi. Ils ont aussi mis l'accent sur les courses avec donc les fameuses Death Race où on a donc Mario Kart sous stéroïdes, sous Unreal Engine 5 avec donc tous nos vaisseaux XXS qui ont l'air d'avoir fait des progrès aussi, notamment le Vesus et le Unibomba. On a aussi aperçu le Max Hog. Non, pas le Max Hog, le Scud, le Calico Scud, qui a fait une apparition dans la vidéo. Donc on va pouvoir faire de la course en multijoueur sur des serveurs dédiés grâce au progrès qu'ils ont fait avec Metagravity. Et on va donc pouvoir s'affronter dans des courses où tous les coups sont permis, quoi, le feu est autorisé. Et avec différentes armes, on a vu qu'on pouvait poser des mines, qu'on pouvait utiliser forcément les canons de son vaisseau. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bon, ça c'est pour la course. Donc alors, il faut s'attendre à des leaderboards et surtout à ce qu'ils exploitent potentiellement la technologie multijoueur avec Metagravity pour qu'on puisse observer ces courses depuis les gradins. Donc il me semblait qu'on ait parlé d'un objectif d'une centaine de joueurs par serveur. Ce qui est, si on y arrive avec des performances acceptables, ce serait déjà énorme à mon sens. Enfin en tout cas c'est là où on est Star Citizen en ce moment après 10 ans de développement, quoi. Des serveurs à 100 joueurs. Donc s'ils ont réussi à faire quelque chose que SC, sur lequel SC galère depuis des années, ouais, ça va être intéressant de voir comment ça se met en place. Voilà, je sais pas s'il y a des gens qui attendent. Bon, je sais qu'il y en a certains, oui, ils attendent la course, mais est-ce qu'il y en a qui comptent peut-être se spécialiser un peu plus là-dedans une fois que le gameplay multijoueur sera vraiment mis en place? Parce que du coup, on va avoir ces courses multi et l'aspect intéressant en fait, c'est
le fuel qu'on va consommer, les toolkits qu'on va utiliser pour réparer son vaisseau dans l'UE5 pour les courses, c'est forcément les mêmes ressources qu'on utilise dans Sage Labs, qu'on utilise dans Score. En fait, c'est là que l'aspect on-chain vient se connecter au gameplay Unreal Engine. Et donc, il y a vraiment ce côté, voilà, il y a on va dire qu'il va y avoir un côté peut-être plus consommateur, où là on va vraiment jouer au jeu Unreal Engine, voilà, on va faire des courses, on va essayer de monter dans le leaderboard, j'imagine qu'il y aura peut-être des courses avec des prix à gagner, donc ça c'est une carrière qui est envisageable, on sait qu'il y aura donc le système de progression qui va se mettre en place aussi avec la 2.2, notamment la carrière de pilote de course. Donc il va falloir progresser dans ce mode carrière de course, et pour ça il faudra acheter du fuel, il faudra acheter des toolkits. Donc, qui sait combien de joueurs ça va amener? Je suis curieux de voir quelle part dans l'économie ça va prendre, tout ce système de course. Est-ce que ça va amener des nouveaux joueurs qui auront envie de jouer qu'à ça, et qui vont pas se prendre la tête avec Sage Labs, du coup, qui seront des consommateurs de R4 sur le marché, pendant que les mecs plus orientés économie vont justement produire les R4 pour ce système-là. Enfin, c'est bien de voir comment les deux commencent à interagir dès maintenant, quoi, les deux jeux. Alors après, il y a le côté FPS. Je ne sais pas exactement comment ça va se lier à tout ça. Est-ce que ça va être dans le showroom directement? Est-ce que ça va être un mode à part? Ils n'ont pas mentionné, il me semble, si les armes seront craftables dans Sage ou pas. Les armes, les munitions, tout ça. Enfin, à terme, je pense que ça aurait du sens que toutes les armes FPS et tout ça soient des trucs consommables, en fait. Plus ils vont aller loin en fait là-dedans, plus ça donne de l'intérêt à Sage Labs pour faire tourner l'économie du jeu, quoi, tout simplement. Il faut qu'on ait des choses à crafter en dehors des golden tickets. Donc ouais, voilà, je sais pas si quelqu'un veut réagir en tout cas sur les courses, l'UE5, comment ça va s'imbriquer avec le reste, s'il y a des gens qui attendent ça impatiemment. Je sais pas quelle a été votre partie favorite de la présentation. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont pas vu, donc ça m'étonnerait quand même. Star Fox, t'es là, toi t'es peut-être chaud là pour tout ce qui est course, non? Je suis sur la ligne de départ là déjà. Ouais, j'imagine. J'attends que ça. Ouais, je viendrai t'embêter de temps en temps. Je préfère la FPS. Mais j'espère sincèrement que les performances multijoueurs seront au rendez-vous et qu'on puisse entrer là-dedans dans des conditions, dans des bonnes conditions, quoi, parce que c'est vraiment ce qui manque actuellement pour que le jeu décolle un peu et commence à attirer du monde, c'est que qu'on puisse vraiment avoir un multijoueur qui tient la route, et peut-être que le jeu soit accessible aussi sur Epic Games sans code. Parce et avec des configs un peu mieux aussi. Après les configs, je pense que ça demandera toujours un PC, un bon PC de faire tourner Star Atlas, quoi, tu vois. Mais ouais, c'est sûr que si ça pouvait tourner déjà avec la config minimum qui demande et que ça tourne correctement, ce serait bien. Ouais, voilà. Ce serait une première étape. Mais ouais, bon après ça fait un moment qu'ils travaillent sur cette mise à jour, donc je pense que ça va être un sacré truc. Hein. Parce qu'en termes de transformation du jeu, je pense que c'est la plus grosse mise à jour qu'ils ont jamais fait sur l'Unreal, quoi. Parce qu'on a eu la mise à jour 2.1 qui nous a rajouté, les vaisseaux étaient un peu plus terminés, il y a eu le mode expérimental, tout ça, c'était cool, tu vois. Mais il n'y avait pas de vrai ajout de gameplay. Bon, si, on a eu le début de la course justement au sol, là, mais voilà, avec un multijoueur qui fonctionne pas, donc c'est que la moitié de la feature. Là, on va avoir donc la map plus avancée, j'imagine des nouveaux vaisseaux, le FPS, le Death Race. Ça va être vraiment pas mal. Pour le moment, en termes d'options, je pense que la course va être vraiment plus importante encore que le FPS. Ah, c'est possible. Ouais, il y a beaucoup d'amateurs de FPS quand même. Je pense que le FPS, il y a beaucoup de gens qui vont le faire, mais bon, ce sera pour le fun. Je sais pas s'ils ont déjà prévu une carrière en lien avec ça, tu vois. C'est peut-être plus pour tester les mécaniques vraiment de combat avec les flingues, quoi. Ah, pour moi, ils vont faire des arènes, perso. Ce serait cool d'avoir des arènes, oui, c'est vrai. Ouais, la Counter-Strike ou des trucs comme ça, il n'y a pas de raison qu'ils fassent pas ça, de toute façon. Non, mais surtout aussi qu'on est plus dans la thématique, en plus, Star Atlas avec les vaisseaux. Ils veulent faire un métaverse, en gros. Hein. Moi, plus ça va, et plus ils veulent vraiment exploiter le maximum de possibilités. Hein. Ouais, l'idée, c'est d'avoir une base où tout est connecté au final. Et plus il y a de choses connectées, et plus tu as envie de rester, t'es attiré par il y a peut-être une branche qui va te plaire et tu vas déceler d'autres trucs. Mais en fait, comme tu auras besoin d'autres ressources pour avancer, au final, tout le monde va s'y retrouver, quoi.
Et tant qu'on est sur... Désolé, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Moi, je disais, par rapport à la 2.2, vu ce qu'ils ont produit pour l'instant, j'ai plein de raisons d'être confiant. Ils vont nous sortir un truc pas mal. Voilà, vas-y. Ouais, non, clairement, au niveau de l'avancement, je pense qu'on est... Bon, pour le jeu web, on a peut-être un peu de retard, mais pour ce qui est de l'Unreal Engine, je trouve que ça bouge quand même pas mal, parce que chaque mise à jour est vraiment conséquente, en fait. Chaque fois qu'ils font une mage, ça change vraiment. Enfin, tu vois vraiment les étapes qui ont été franchies. Le jeu devient de plus en plus complexe, quoi. Donc à ce niveau-là, ouais, je suis assez satisfait de ce qu'ils ont montré à la présentation. Et encore, on n'a pas encore parlé de tout là. Mais tant qu'on est sur la course, j'aimerais avoir un peu vos avis sur un truc, parce que moi, il y a un truc qui me travaille un peu, c'est qu'ils nous annoncent en fait cette espèce de système de progression avec la carrière de pilote. Et alors, selon vous, comment ça va se traduire in-game dans l'UE5, là, ce système de progression pour les pilotes? Est-ce qu'on imagine débloquer des nouveaux vaisseaux, des nouvelles courses? Comment est-ce que cette progression est représentée, en fait? Dans quel sens on progresse? Est-ce que c'est juste des rewards en Atlas qui augmentent? Est-ce qu'on a accès à des nouveaux skins pour montrer qu'on est genre un pilote qui a gagné telle ou telle course, ou qui est arrivé à se classer tant dans le leaderboard? Ça, c'est un truc qui m'échappe encore un peu. Je sais pas si quelqu'un a un peu réfléchi à ça. Il devrait y avoir des rewards. Ça peut être en Atlas, ça peut être en police, ça peut être des ressources aussi maintenant. Ouais, donc il pourrait y avoir des paliers de récompense en fonction de comment tu te classes dans les courses, quoi. De toute façon, Winston, c'est ce qu'on a vu sur les images qui étaient données, tu vois. Et il y avait pour chaque vaisseau une espèce de licence avec des paliers de récompense où tu pouvais gagner des skins, des modules pour ton vaisseau et ça avançait petit à petit, quoi. Okay, donc après, je pense qu'il faut posséder quand même le vaisseau et pour pouvoir le débloquer, faut posséder le Ouais, d'accord. Donc en fait, ouais, c'est en fait tu vas monter avec chaque vaisseau si t'as ton vaisseau préféré, tu le montes et puis après, le but ça va être de monter un peu tous les vaisseaux. C'est un peu comme les armes avec Call of Duty, quoi. Tu débloques des customs et tout ça en jouant avec le même flingue. Ok, pourquoi pas. Justement, les skins, du coup, ça c'était aussi une partie de la présentation sur l'Unreal Engine, où alors ils nous ont montré que ça y est, enfin la customisation des vaisseaux allait arriver. Alors, du coup, est-ce qu'on va avoir accès à des skins déjà préfaits qui vont vendre? Bon, ça c'est quasiment sûr. Déjà, voir tous les skins qui ont déjà été vendus, s'ils sont tous dans la 2.2, ce serait génial. Notamment les skins du Jet. Perso, moi, c'est ce que j'attends. J'ai toujours tous mes skins de FTX et tout ça. J'aimerais bien pouvoir les appliquer in-game. Là où je suis vraiment chaud là-dessus, et une des grosses raisons qui m'a poussé à m'intéresser à Star Atlas en premier lieu, c'est bien évidemment du coup le contenu créé par les joueurs. Donc forcément des skins créés par la communauté qui iraient donc s'intégrer dans le jeu, qui pourraient être vendus et tout ça. Et là donc une vraie opportunité, on va dire non spéculative, de gagner en jouant entre guillemets dans Star Atlas, quoi. C'est-à-dire que tu viens apporter ta pierre au métaverse, tu viens créer un skin qui va être ajouté au jeu et tu as la possibilité de le vendre et donc d'être récompensé pour ton temps, quoi. Ça, pour moi, c'est vraiment une des pierres angulaires du projet, un truc sur lequel il doit vraiment essayer de l'intégrer peut-être le plus tôt possible, parce que c'est ce qui marche sur les autres jeux du même genre. C'est le monétiser sa propre création dans le jeu. Ça, pour moi, c'est absolument important. Donc j'espère que cet ajout de skin permettra au moins d'avoir un outil qui permet de faire ces skins peut-être in-game, à défaut d'importer directement des skins qui auraient été faits à l'extérieur, donc des skins peut-être custom pour les guilds, tout ça. Peut-être que ça viendra plus tard. Mais au moins, ouais, pouvoir jouer un peu avec les couleurs, pouvoir créer son petit truc un peu à soi, mettre un identifiant dessus, le mint et dire, ah bon, bah voilà, ça c'est mon skin, il s'appelle comme ça, et je veux le vendre, et c'est possible, quoi. Et là, on aura peut-être. Il faudrait que ça consomme des ressources. Il faudrait que ça consomme des ressources ou un truc comme ça. Ah bah oui, bien sûr, comme tout. Comme tout. Mais sinon, ce serait une pure idée. Ouais, bah c'est ce que j'avais capté, c'est que sur Unreal Engine, tu aurais un éditeur de
de skins, que ce soit pour tes personnages ou pour tes vaisseaux. Et tu vas devoir débloquer, par exemple, les couleurs, tu vas devoir débloquer des motifs. Il disait il y aurait certainement la possibilité de rajouter un écusson, des trucs comme ça, des trucs qu'on peut juste coller par-dessus. Et ensuite créer le template, le skin, quoi, en fait, et créer un NFT à partir de ça et qui consommera des ressources qui auraient été minées en jeu, quoi. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Ouais, bonne idée. Bah ouais, carrément. J'espère que c'est ce qui va se mettre en place dès la prochaine mage, là, parce que c'est... En fait, là, l'urgence, vraiment... Et c'est un sujet un peu... c'est un sujet qui va un peu revenir pendant tout ce bruit, je pense. En fait, l'urgence, c'est que à la fin de cet événement Golden Tickets, il faut qu'on ait des trucs à crafter dans Sage Labs. Parce que pour l'instant, ce qui drive un peu le marché, c'est justement c'est toutes ces ressources qui sont brûlées dans les Golden Tickets et les gens qui font des stocks pour Starbase d'après plus tard, quoi. Mais sinon, en dehors de ça, on craft des ressources pour crafter des ressources, quoi. S'il n'y a plus les Golden Tickets, il n'y a plus de moteur, quoi. Donc ouais, c'est vraiment urgent, j'ai envie de dire, ouais, que soit ils étendent l'événement Golden Ticket, soit ils ajoutent vraiment ces objets qu'on peut crafter, que ce soit des skins, des armes, déjà rien que les R4 pour les courses et tout ça en UE5, ce serait déjà un truc aussi. Et ça pourrait même, là on dérive un peu, mais ça pourrait même être des objets IRL, hein. C'est l'idée dont on avait un peu discuté à Breakpoint, c'était et si en fait ton invitation à Breakpoint, tu pouvais la crafter in-game, tu vois, plutôt que de lâcher un sacré billet quand même pour avoir le truc et tout. Tu peux mettre une partie de ton temps in-game. Ils peuvent négocier, je sais pas moi, avec Solana, dire bon, on a tel nombre d'entrées, on le met en jeu sur Sage Labs et tu craftes ton invitation à un événement ou même de la merch, des t-shirts Star Atlas ou des badges, des pins, peu importe. Un objet IRL que tu peux redeem en craftant dans le jeu. Ça, ce serait un truc de ouf, quoi. En tout cas, ils n'ont pas fermé la porte, donc j'aimerais bien qu'ils fassent ça aussi, c'est clair. Ils ont ouvert la porte à faire ça avec d'autres NFT, d'autres projets. De ce que je sais, personne a pris la main tendue jusqu'à présent. J'étais allé voir du côté de... comment il s'appelle cet autre jeu, Influence, qui est un autre jeu Web3 un peu spatial, stratégique, où on mine des astéroïdes, tout ça, qui est en train de se lancer aussi. C'est pas sur Solana, donc ça complique peut-être les choses, mais ils avaient pas l'air chauds du tout. Enfin, ils étaient pas du tout emballés par l'idée de cross les jeux comme ça. Ce qui est dommage, je trouve, parce qu'en fait, le thème en plus correspond plutôt bien. Ça aurait fait une collab sympa. Mais ouais, ils avaient pas l'air chauds à première vue comme ça. Bon, ça sera valable plus tard, parce que de toute façon, il y a un truc pour rendre compatibles les programmes ETH sur Solana. Donc, tout ce qui est EVM, à un moment donné, ça pourra venir sur Solana sans problème. Yes. Bon, alors on a parlé des courses, des skins. Donc, la suite de la présentation touchait un peu plus sur... Sage Labs, enfin surtout sur Starbase, on a eu du coup des nouvelles images de l'interface 3D de Sage Labs qui ressemble en fait qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu avant, hein. On avait déjà eu des screenshots, notamment avec le manuel de jeu. Là on a vu les vaisseaux en mouvement, on a vu un vaisseau qui rentre dans un champ d'astéroïdes, qui extrait des ressources. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. C'est pas surprenant, ça ressemble à ce qu'on a vu avant, hein, pour ceux qui suivent un peu les news. Donc rien de transcendant là-dessus, c'est toujours sympa de savoir que ça arrive, quoi. Après la question c'est est-ce que Starbase tout seul, juste l'interface, ou alors les nouvelles features, on va dire, de Starbase avec donc le combat, la construction de plateformes et tout ça, sans l'interface 3D. Je sais pas ce qu'en pense l'Assemblée, d'ailleurs, ce serait un petit sondage intéressant à faire. Parce que c'est un peu la question qui se pose apparemment en interne et qui serait
résoudre du coup avant la fin des GT là. Est-ce qu'ils balancent l'interface 3D d'abord ou alors est-ce qu'on garde l'interface 2D et on sort plus de features? Donc du coup la construction de Starbase et tout ça. À voir ce qu'ils vont décider de faire à la fin. Moi je pense que l'interface ce serait quand même pas mal avant. Sortir un jeu qui tient un peu de... qui niveau présentation tient un peu la route. En plus, voilà, pour les gens qui jouent déjà à Sage Labs, ça nous donne un peu plus de temps pour farmer, ça nous donne un peu plus de temps pour mettre des ressources de côté, ce qui est, je pense, arrange un peu tout le monde. Après, voilà, la contrepartie de ça, ce serait que, est-ce qu'ils peuvent le faire avant la fin de l'event Golden Ticket? Est-ce que ça veut dire sortir plus de Golden Ticket plus tard? Voilà, je sais pas s'il y a des gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimeriez avoir une interface 3D d'abord ou est-ce que vous aimeriez avoir plus de features sur Sage Labs, comme la construction de stations? Alors moi je veux bien faire un petit retour là-dessus. Moi je suis plutôt la 3D, je m'en fiche un peu en fait. Tu parlais tout à l'heure effectivement, tu sais, des ressources, on craft, etc. Pour moi, pour l'instant, Star Atlas reste un système totalement inflationniste. C'est-à-dire qu'on crée des ressources se transforment et les GT vont se transformer, si tu veux, en vaisseaux. Et tant qu'on construit des vaisseaux ou qu'on acquiert des vaisseaux sans qu'il y ait de destruction ou de choses comme ça, la boucle économique, elle est pas totale. Ça veut dire que tous nos assets perdent de la valeur petit à petit, en fait, tant qu'il n'y a pas de destruction. Donc, pour moi, l'idéal, c'est d'aller vers plus de features de manière à ce que la boucle économique soit totale, en fait. Parce que tout ce qu'on fait là, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, on va créer, mais ça reste que de l'émission pour l'instant. C'est un peu comme on parle sur les tokens, etc. Tant qu'on émet, plus tu émets, plus tout l'ensemble perd de la valeur, si vous voulez. Et si on veut commencer à recréer de la valeur et avoir un système économique équilibré, il faut absolument qu'il y ait une destruction d'assets au bout d'un moment. Moi, c'est mon avis. Donc, je suis plus pour aller vers plus de features. Enfin, plus plutôt le Starbase avec la boucle économique qui s'installe petit à petit. Oui, c'est sûr qu'en fait, pour l'instant, c'est surtout supporté parce qu'on a un petit retour du bull market là, et bon, ça fait que du coup les prix augmentent, donc on craft des trucs et ça prend de la valeur. Donc oui, c'est sûr que c'est pas comment dire, c'est pas soutenable sur le long terme. Il faut évidemment qu'il y ait une sortie, qu'il y ait de la destruction d'assets et qu'il n'y ait pas que de la création. Et sinon, on est dans un système hyper inflationniste et ouais, c'est pas terrible. Mais enfin, on brûle pas mal de ressources mine de rien avec les golden tickets, tu vois. Donc, ouais, mais les golden tickets se transforment en vaisseau ou en assets quelque part. Alors, ouais, oui, mais c'est vrai que le rapport est plutôt en faveur des. C'est vrai qu'on brûle plus de golden tickets qu'on acquiert d'assets, mais quand même, il y a quand même une transformation. C'est-à-dire que l'ensemble des golden tickets donne un ensemble d'assets. C'est-à-dire que une vague de golden tickets donne, je sais plus, 150 000 dollars d'assets, quoi. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Donc voilà, il y a quand même une inflation qui se crée. C'est que il y a pas vraiment de destruction d'assets ou de choses comme ça. On reste sur un système inflationniste quand même. Je crois que les R4 c'est du burn, hein. Les R4, oui et non, parce qu'elles se transforment. C'est-à-dire que tu burns tes R4 pour acquérir des R9, etc. Donc tu gagnes toujours en valeur. Et tes R9 vont devenir des vaisseaux via des golden tickets ou via des crafts. Donc tu gagnes toujours en valeur. Donc tu restes sur un système inflationniste où il n'y a vraiment pas de destruction d'assets. C'est-à-dire que tu crées de la valeur sans en détruire. En fait, tu n'as pas une boucle totale pour moi. Au niveau économique. Après, de toute façon, quand il y aura Starbase qui sortira, les structures, il faut les entretenir, hein. Oui, il va falloir les entretenir en effet. Ça consomme tout le temps des ressources, hein. Alors là, ça va être un burn pour gagner des loyalty points ou des choses comme ça. Mais après, tu vas être aussi récompensé. Donc tu auras des récompenses qui vont rester sur un système inflationniste. C'est ça. Mais oui, alors après, oui, c'est sûr que de toute façon, la destruction, elle doit venir tôt ou tard. Après, oui, c'est plus dans une optique, on va dire, un peu égoïste, de se dire, ouais, bon, bah, s'il y a Starbase 3D avant et que Sage Labs reste tel quel, on fait encore un peu de golden ticket, et en supposant que le marché continue de soutenir le prix du truc, bah, ça te met dans une meilleure position si tu joues déjà à Sage Labs, quoi. Mais c'est sûr que, du point de vue... comment dire, durabilité du jeu, il faut continuer d'avancer dans les... Enfin, dans l'idéal, il faudrait sortir les deux en même temps, quoi. L'interface 3D et les features supplémentaires.
Mais bon, alors après, un argument pour l'interface 3D, ce serait que le jeu serait, on va dire, plus présentable et pourrait potentiellement attirer des nouveaux joueurs aussi. Donc ça ferait, comment dire, une entrée de nouveaux participants dans Sage Labs, dans Score, dans les Golden Tickets et tout ça. Ça pourrait aider à soutenir le marché encore un peu, le temps que justement ces nouvelles boucles de gameplay arrivent pour finir vraiment la boucle économique. Ouais, c'est à voir. Mais le problème, c'est que est-ce que ça va pas faire, est-ce que si on ajoute les features d'abord et que Sage Labs reste vraiment un jeu comme ça, par navigateur, texte, très, très austère, est-ce qu'on va pas se retrouver avec une toute petite communauté de joueurs qui reste dans son coin un peu, tu vois? De toute façon, on attend vraiment la deuxième version pour qu'il y ait des échanges entre joueurs, parce que là, c'est vrai que on joue un peu solo, quoi. Ben ouais, c'est le problème. On joue tous solo dans notre coin. Là, on va tous jouer en faction après dans notre coin. Et ce qui manque, c'est un peu cette interaction qui permet la coopération entre joueurs, entre guildes. C'est clair que ça va complètement changer le jeu. Ouais. Dans Eve, on joue aussi très solo. Hein. Sauf quand il y a du combat, mais sinon c'est très solo comme jeu. Hein. Quand tu farmes, quand tu mines. T'as quand même des moyens de mettre en commun qu'on n'a pas maintenant. Enfin, tu peux le faire avec un multisig, mais c'est chiant, quoi. Tu vois, il y a pas la. C'est difficile de transvaser des trucs entre wallet multisig. On peut pas encore déléguer. Enfin, quoique si, apparemment, on peut déléguer. C'est juste que c'est pas dans l'interface pour l'instant. Mais ouais. Ouais, moi, ce qui me fait peur, c'est que les gamers, ils vont plus chercher les choses type UE5. Je crois plus à ce qu'ils vont faire sur la course pour attirer des joueurs que sur la partie browser. Je pense que les gamers, les vrais, ils vont pas. La partie browser, c'est pas un jeu qui va. Enfin, le fait que ce soit en 3D, c'est pas ça qui va apporter grand monde, je pense. Je pense que c'est plus le fait qu'il y ait beaucoup de possibilités, qu'il y ait beaucoup de features, justement, beaucoup de choses à faire qui vont apporter les joueurs, plus que la 3D. J'ai l'impression que la 3D, c'est juste un dessin. En fait, tu vas trouver ça joli, je sais pas, 2-3 jours, et puis après, c'était pas ça qui va te retenir dans le jeu, en fait. C'est pas comme ça que je vois les choses, mais je peux me tromper, hein, évidemment. Mais non, je suis assez d'accord avec toi, dans le sens que moi je pense que les gens qui jouent à Sage Labs en mode hardcore et tout ça, ils vont peut-être même garder une interface 2D plus simple et plus rapide à utiliser, qui consomme moins, plutôt que la jolie interface 3D. Tu vois. Ouais, complètement. J'ai vu l'interface Zoé là, qui m'a l'air. Moi, entre Zoé et la 3D, je prendrais Zoé. Ouais, un peu moi aussi en fait. Comme ça, je gère mon truc et franchement, voir les petits vaisseaux qui se déplacent, ça va être sympa 5 minutes, mais. Bon, disons que ça fait mieux quand tu présentes le jeu à quelqu'un qui connaît pas du tout. Tu dis voilà, c'est plus simple de se représenter, quoi. Tu vois. Moi, j'ai montré le jeu à un pote, Sage Labs. Il était pas convaincu du tout. Hein. Genre, il fait ok, d'accord, c'est cool les cryptos machin, mais bon, ça reste des cases et du texte, quoi. C'est pas, on est en 2005, quoi. Tu vois, c'est pas cool. Mais ouais. Clairement, les interfaces custom faites par la commu vont peut-être être plus utilisées. Et oui, c'est peut-être leur pari aussi, du coup, d'avoir l'Unreal Engine 5 qui sert vraiment de vitrine et qui attire plein de joueurs qui sont là pour jouer et qui vont, du coup, comme je disais tout à l'heure, qui seraient les consommateurs en quelque sorte des ressources et des choses comme ça. Et Sage Labs, on va dire la partie peut-être un peu plus hardcore, où là vraiment il y en a des joueurs qui ont plus le profil investisseur en fait. Et qui vont utiliser cet investissement pour produire et fournir donc les ressources aux joueurs UE5, quoi. Donc l'idéal, ce serait d'avoir beaucoup plus de monde sur UE5 que sur le jeu par navigateur, quoi. Et là, on aurait une économie qui tourne bien. Mais du coup, sur UE5, un truc qui m'a surpris dans la présentation de la 2.2, c'est la configuration des vaisseaux. Que moi perso j'attendais pas en UE5 et pas dès cette prochaine mise à jour. On a vu le gars changer un peu ses différents composants. Donc est-ce qu'on va pouvoir changer les armes, les moteurs, les boucliers, est-ce qu'il y a déjà plusieurs tiers de composants en termes de rareté, de performance. Est-ce que, encore une fois, tout ça, c'est des trucs qu'on va pouvoir crafter dans Sage Labs? Ce serait bien, hein, pour remplacer justement les GT. Si on pouvait crafter des flingues et des composants de vaisseaux et des trucs comme ça, ce serait nickel, en fait. Je pense que oui. Hein. Ouais,
Ouais, mais on sait pas quand, hein, dans longtemps, je pense. Ouais, peut-être, mais bon. Bah, c'est ce que je me demande en fait. Est-ce que c'est pas pour la prochaine mise à jour? Parce qu'on l'a vu la configuration de vaisseau dans les vidéos qu'ils nous ont montré. Donc ces composants, ils vont sortir d'où en fait? Ça va être que l'airdrop qu'ils vont nous faire ou les images 3D des vaisseaux, on les a vues il y a longtemps aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais s'ils l'ont mis dans leur présentation de la 2.2, je me dis que c'est que ça va arriver avec le même patch, quoi, tu vois. Bah, moi, je pense qu'il va falloir que tu fasses des LP, les échanger contre des blueprints et les crafter. Hein. C'est possible, ouais. Ce qui m'a déçu, moi, dans la présentation, c'est qu'il y a 0 date. Alors déjà, quand il a une date, on sait que c'est longtemps plus tard. Mais quand il donne pas de date, bah... Oui, c'est vrai. On a eu une date. Et c'est peut-être Ah ouais, pour l'app. Ouais, voilà. C'est peut-être l'occasion de faire la transition, du coup, vers cette autre partie de la présentation qui était donc l'appli mobile. Donc l'appli mobile Star Atlas, pour ceux qui n'ont pas suivi cet aspect-là du projet, c'est donc c'est leur stratégie pour aller plutôt conquérir les marchés côté Asie, où là on est beaucoup plus sur du gaming mobile. Donc c'est une appli fitness qui est en partenariat avec Stephen. Hein, j'ai l'impression qu'ils reprennent une partie de l'appli Stephen, mais qu'ils l'ont refaite à la sauce Star Atlas. Donc une appli fitness où on peut aller courir, marcher, faire du vélo pour enregistrer des kilomètres et donc gagner des points sur l'appli. Et ça va nous permettre donc d'entraîner, de faire pexer en fait des membres d'équipage. Donc ces membres d'équipage qu'on a actuellement sur nos vaisseaux, hein, qui sont dans chaque vaisseau a donc un nombre précis de membres d'équipage avec des professions. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est donc sortir des packs de crew, un peu comme des paquets, des blisters de cartes à collectionner, hein, qu'on a pu voir sur Pokémon, Magic, vous connaissez. Donc là, on aurait donc 5 membres de crew par pack. Ces membres de crew, ils auraient chacun une apparence unique, des traits uniques également. Et donc évidemment des raretés aussi. Il y aurait des crews communs, des crews légendaires. Avec, ça c'est vraiment un système de cartes à jouer en fait. Hein. Et donc sur ces crews, on pourrait également placer des équipements, des animaux de compagnie, hein, les tigous par exemple. Donc là, c'est une utilité aux différents objets collectibles hein, qui ont été un peu délaissés peut-être ces derniers mois, cette dernière année, mais je sais qu'il y en a certains qui ont fait main basse dessus. À mon avis, ça, avec le lancement des crews, ça pourrait peut-être reprendre de l'intérêt. Moi, ce que j'ai bien aimé dans cette présentation des crews avec l'appli, c'est qu'ils sont utilisables sur l'Unreal Engine 5 aussi. Moi, je pensais qu'ils allaient juste être, qu'ils allaient prendre la voie facile et faire une collection de profile pic en fait, d'images, de JPEG littéralement d'un personnage que peut-être tu verras in-game un jour ou qui représente en tout cas ton membre de crew. Et apparemment, du coup, en fait, quand tu as un crew, en fait, tu auras donc ce crew aussi sur l'UE5 et tu peux l'utiliser comme personnage jouable, quoi. Donc on a eu un aperçu des mods qui seront les premiers à être qu'on pourra obtenir dans ces packs de crew. On a eu un aperçu des Oni, des Myris plus précisément, donc il y a une des races des Oni. On a eu un aperçu des Usturs qui sont hyper stylés. Donc les packs, ça commencera avec les mods apparemment. Alors peut-être peut-être une stratégie à mettre en place si vous voulez pas que des mods, ce serait de garder les packs, de pas les ouvrir et d'attendre peut-être qu'ils ajoutent les autres espèces plus tard pour en obtenir. Je sais pas comment ça va marcher exactement. Mais à retenir ça. Ce sera des questions à poser quand on s'approchera du lancement de l'appli qui est donc prévu pour le premier quarter 2024. Donc janvier, février, mars. On verra quand on y s'approchera un peu. Donc du coup, il doit y avoir quand même pas mal de boulot qui a été fait sur cette appli, hein, vu que ça a l'air de sortir quand même dans un time-lapse relativement réduit, hein. On n'est pas sur un truc qui va sortir dans un an. Voilà. Ça c'est peut-être un enregistrement qui va ressortir plus tard, en 2026, quand on l'attendra toujours. Mais non, normalement, premier trimestre 2024, l'appli mobile va débouler. Donc ça veut dire tout un commerce qui va se créer autour de ces membres de crew. Il va y avoir des nouveaux échanges à faire. Donc il y aura les gens qui utilisent l'appli mobile, qui vont pouvoir minter des crews, les entraîner et les revendre sur le market après. Et forcément les joueurs, du coup, dans Sage Labs, qui vont pouvoir
utiliser ces crews pour faire du crafting, pour piloter leur vaisseau. Alors, j'imagine que ça va devenir nécessaire aussi d'avoir non seulement donc, ces crews dans nos flottes et dans les stations. Voilà, donc ils ont annoncé que le snapshot pour les crews n'a pas encore été pris dans la Foundation Room. Et ils feront quand même une annonce en amont pour dire bon bah voilà, à partir de maintenant, si vous achetez un vaisseau, ça viendra plus avec un crew, quoi. Donc il y aura pas de surprise là-dessus, ils feront une annonce, quoi. Donc pour l'instant, si vous achetez un vaisseau, n'importe lequel, ça vous donnera toujours des packs de crew en fait. Voilà, donc vous aurez un nombre de packs de crew équivalent au nombre de membres d'équipage que vous avez dans votre flotte actuellement, quoi. Voilà, je sais pas s'il y en a qui vont peut-être. Qu'est-ce que vous faites? Je sais qu'il y en a qui ont des airbikes, des machins pour accumuler les crews. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux du coup peut-être continuer d'accumuler les petits vaisseaux comme ça, essayer peut-être d'accumuler des vaisseaux plus rares, parce que peut-être que avoir un vaisseau anomalie du coup genre légendaire, ça va influencer la rareté des crew members dans ces packs. Je sais pas si quelqu'un a une fine analyse là-dessus. Moi, je pense que oui, c'est lié à la rareté. C'est pour ça que l'Unibomba, à mon avis, il va être appréciable à ce niveau-là. Mais après, moi, j'avoue que l'app mobile, elle me passionne pas plus que ça. Mais bon, après, ça se trouve, ça me surprendra bien. Alors perso, je peux pas acheter un Capital Bomber juste pour les crews. Hein. Ben ouais, ça fait. Au final, la renta est pas énorme, quoi. Mais après, tu vois, c'est là que je me demande. Bon, c'était même pas pour la renta, hein, c'est surtout pour l'utilité, quoi. Ouais. Mais moi, c'est vraiment la question que je me pose avec ces histoires de packs, c'est comment ils vont gérer les professions. Et parce qu'ok, imaginons, t'as 5 airbikes, donc t'as un pack, t'auras 5 bonhommes, mais est-ce que les crew members ont déjà une profession qui leur est assignée? Est-ce que la profession dépend de quel poste on les met en fait et ils auront leur propre système d'XP? C'est là que je suis un peu perdu parce que moi j'avais compris que justement, ça faisait un peu partie de ma strat aussi de prendre quand même des différentes variétés de vaisseaux pour avoir différentes variétés de crew members avec des professions différentes, quoi. Parce que je me suis toujours dit que quelque part avoir que des pilotes, par exemple, si tu prends genre 500 airbikes, tu risques de te retrouver coincé, quoi. Ouais. Non, mais je pense que tu auras tes crews normaux, quoi. Et peut-être qu'ils vont te filer un pack ou deux en plus en fonction des tailles de vaisseau que tu as pris. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'on aurait donc on aurait des packs de crew. Ce qu'il a dit mot pour mot, c'est ceux qui ont déjà des vaisseaux et donc qui attendent leur crew member. Vous en faites pas, on vous enverra des packs de crew aussi. Donc, du coup, en fait, tu vois, on passe d'un truc où on a un nombre très précis de crew members avec chacun ses professions et tout ça. Bon, après, la rareté, ça, on sait pas, parce que la rareté du vaisseau, est-ce que ça se retransmet sur la rareté du crew member? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la profession, ça changeait un peu quelque chose, dans le sens que t'as beaucoup plus de pilotes que, je sais pas moi, de foreman ou genre de n'importe quelle profession hyper spécialisée, quoi. Donc la question que je me pose, c'est comment ça va se retranscrire dans les crew packs? Est-ce que ça a une importance? Est-ce qu'au final, peu importe, les crew members n'ont pas de profession et c'est juste une question de rareté selon la chance que tu as dans les crew packs? Voilà, il y a quelques petits détails qui nous manquent encore. Si on gueule bien, ils vont nous filer nos crews et en plus ils vont nous filer des packs. Oui, voilà, je pense qu'il faut râler dans tous les cas, ça fait jamais de mal. Ouais, parce que sinon ils nous fileront rien. Ils nous diront mais en fait non, pas de personne, en fait non, rien. En fait, peut-être un bon système, qu'il pourrait faire, c'est que tu choisis la profession et quand tu choisis la profession, tu resets l'expérience de ton crew, en fait. Ce qui fait que c'est flexible. Tu pourrais, par exemple, décider d'avoir tant de crafters, mais si tu convertis un pilote en crafter, le pilote perd son expérience et il repart de zéro en craft, quoi, en termes d'expérience. Oui, ce qui serait logique, et ça permettrait peut-être c'est peut-être plus simple à mettre en œuvre de leur côté s'ils font comme ça, quoi. Pour ça, je me suis dit, en fait, peut-être que oui, justement, les crews n'ont pas de profession préattribuée, on va dire. Ils ont des traits, ils ont une apparence physique, ils ont peut-être des avantages, des inconvénients, et selon ça, tu vas choisir à quel poste dans ton vaisseau tu l'assignes, en fait. Et la rareté, s'il y en a une, ça pourrait être le potentiel maximal de ce membre d'équipage ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, le potentiel ou la vitesse, je crois qu'il y a aussi une histoire de vitesse de montée d'XP, donc ça peut être l'un ou l'autre pour les deux.
Puis ça pourrait correspondre à ce que tu disais tout à l'heure, où on utiliserait par exemple pour les pilotes, ils partent avec un membre d'équipage, et c'est ce membre d'équipage-là qui prend l'expérience par rapport aux compétences qu'il développe. Absolument. Et ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir tout le commerce parallèle autour des crews qui va se faire. Parce que je pense vraiment que, pour le coup, tu vois, je crois que c'était Maxime Henry, je crois qu'il disait qu'il n'avait pas beaucoup d'intérêt pour l'appli. Mais je pense que, ouais, pour le coup, l'appli, c'est vraiment une tentative de leur part d'aller chercher un public qui est vraiment pas là du tout pour Star Atlas pour l'instant et qui cherche vraiment complètement autre chose, quoi. Donc c'est possible qu'on ait toute ce pan de l'économie Star Atlas en fait autour des crews, qui a une communauté complètement différente des gens qui jouent à Sage Labs ou qui sont déjà autour du projet, quoi. Ce qui est pas con en soi, hein, parce que t'as pas besoin d'être un passionné de science-fiction ou genre de space sim ou je sais pas quoi pour faire une appli fitness et en plus avoir l'opportunité de faire un billet, tu vois. Franchement, j'étais pas chaud sur l'appli mobile et puis plus j'y pense et plus je me dis c'est pas idiot en fait. Si le but c'est vraiment d'étendre la communauté, d'étendre le nombre d'utilisateurs et du coup l'économie du jeu, quoi, genre franchement c'est pas idiot comme tentative. Ouais, et puis Wagner il veut perdre quelques kilos, c'est pour ça aussi. Peut-être aussi, ouais. Non, mais je crois qu'on peut leur faire confiance sur la création de gameplay parce que tu vois, ils arrivent à nous faire jouer et nous faire apprécier un truc où il y a que du texte. Alors, je pense que au niveau gameplay, quand même, ils sont balèzes. Hein. Contrairement à beaucoup d'autres projets dans lesquels je suis, où on va mettre le visuel en avant, on va mettre, mais jamais le gameplay. Et là, le gameplay, ils sont vraiment très forts. Ouais, et ça n'a pas toujours été le cas, hein, tu vois. Ça fait bizarre de dire ça 20 ans parce que quand tu réfléchis au brou il y a genre un an, tu vois, où genre justement tout ce qu'on avait c'était du visuel et pas de gameplay, bah ouais, on a fait du chemin, mine de rien. Ouais, mais il parlait mécanique de jeu, même s'ils n'étaient pas encore là, parce qu'il n'y a pas encore de jeu. Il parlait que de mécanique de jeu, énormément de mécanique de jeu, en fait, et puis des mécaniques super intéressantes, etc. Puis on voyait que c'était leur souci. Et puis chez Star Atlas, il y a énormément de gamers, quoi, enfin de gens qui jouent ou qui aiment jouer. Et donc, dans d'autres projets, moi, les mecs, ça leur vient même pas l'idée d'en parler du gameplay, tu vois. Ouais, je pense qu'ils sont entourés de personnes compétentes. Hein. Tu prends Chipto, tu prends tout le monde en fait. Hein. Le mec de l'économie, là, Chris. Oui. Tous, je pense qu'ils touchent un petit peu dans leur domaine, quoi. Oui, puis ils sont intransigeants. Moi, j'ai eu l'occasion de parler un peu avec Chris pour le coup et il paraît très, comment dire, il a vraiment un souci, ça se voit qu'il est... en même temps, c'est son boulot, tu me diras, mais il est personnellement impliqué dans le fait il a surtout pas envie qu'on entre dans un système où l'économie hyper inflationne et que tout perd sa valeur, quoi, tu vois. Il est vraiment genre stabilité, quoi. Ce qui est le but au final pour l'Atlas, hein, parce qu'une monnaie in-game qui aurait une valeur stable, ce serait déjà une sacrée victoire, en tout cas dans le gaming Web 3. Quoi. Clairement c'est la base. Hein. Si tu arrives à faire fonctionner l'économie, tout ce qu'il y a autour, en fait, eux, ce qu'ils proposent, c'est ils vendent l'économie du truc. Si l'économie fonctionne, eux, ils délèguent tout par la suite, comme c'est Web 3, derrière, tu vas avoir des développeurs externes qui vont rajouter n'importe quoi pour la communauté, etc. Il faut qu'ils lancent le projet, mais en fait, leur produit, au final, c'est l'économie du jeu, quoi, à terme. Une fois en fait qu'on a atteint cette stabilité monétaire et qu'on a la boucle de gameplay complète, que ce soit pas juste un truc comme les Golden Tickets, tu vois, qui est très bien. Hein. En vrai, les Golden Tickets, ils feraient bien, ils ont pas l'air d'avoir l'intention de le faire, mais ce serait pas mal qu'ils gardent une mécanique un peu similaire, tu vois, un peu en support, mais qui est quand même cette boucle de gameplay complète et que les GT ce serait juste un plus, quoi, tu vois. Mais une fois qu'on a atteint ça, en fait, le jeu ne peut que grandir. Parce qu'une fois que tu as atteint cette stabilité, moi perso, c'est un truc que j'ai pas vu dans aucun jeu crypto. Et s'ils y arrivent, et ça pourrait se passer genre l'année prochaine, quoi, on est quand même, on a le doigt sur quelque chose de très important, je pense. Bonsoir à tous. Je peux dire un petit truc par rapport à cette histoire de crew là. Salut, oui, bien sûr. Salut Winston. Moi, je suis pas super d'accord avec l'histoire de pourquoi on remettrait. Alors bon, je sais bien qu'on est dans des suppositions pour le moment, mais pourquoi on remettrait l'XP à 0 si on détermine que le crew on lui fait changer d'activité. Tu pars du principe, toi, dans ta vie de tous les jours, que si tu apprends un métier, sous prétexte que tu vas en apprendre un autre, tu perds ce que tu as acquis avant?
Bah, si le métier a rien à voir, tu vois. Ouais. Peut-être qu'il peut y Mais avoir ça, des c'est- paliers, mais Soit Ouais, tu mais changes parce de que membre. tu perds un peu d'XP parce que forcément tu as perdu peut-être de l'habitude ou de l'usage ou du truc, mais que tu repartes complètement à zéro, je trouverais pas ça réaliste par rapport à la vie actuelle en fait. Par contre, j'avais entendu un truc par contre sur les crews qui était intéressant, c'est que les mecs qui voulaient, alors, je sais plus c'était qui voulait développer les crews là, ils voulaient faire un truc à la XCOM. Alors je sais pas si vous connaissez un peu le jeu XCOM, mais en gros, bah en fait si ton crew tu le perds, bah tu le perds quoi. Il y a pas de, il les burn. Quoi. Donc genre pour rajouter un côté dramatique au truc, tu vois. Genre t'imagines Ouais, tu perds un c'était- combat en medium zone, tu perds ton crew quoi. bah, ça, c'est. Alors, ça, de mes connaissances, ce sera le cas, mais genre en HRZ, quoi. Je crois même peut-être C'est même ça. voir en medium zone. Hein. Après, On a vu, ça peut être très cher les crews à mon avis. et ça, c'est une conversation qu'on avait eue, je sais plus avec qui, au Breakpoint, et c'était au final, est-ce qu'il faut pas un système de vieillissement à la fois pour les personnages et pour les composants? Parce qu'en fait, ok, la zone à haut risque, elle va avoir ce rôle de détruire des assets au fur et à mesure, mais il y aura toujours des gens qui vont jamais aller dans la zone à haut risque et qui vont continuer d'accumuler. Donc en fait, une solution à ça, ça peut être tout simplement le vieillissement des personnages, même si c'est très long, même si c'est des années IRL, hein, peu importe. Mais que ton personnage, même si c'est le meilleur personnage du monde, que tu y as passé du temps, il n'est pas éternel en fait, tu vois. Qu'il ait un temps de vie. Bah, parce que moi, ce que j'avais compris, c'est qu'en medium zone, quand tu te fais buter, on peut te looter ta cargaison. Mais il me semble ils vont peut-être, enfin, ils ont pas parlé de looter des modules aussi. Ben, en medium zone, tu perds, non, Moi, ce que j'ai ton compris, vaisseau c'est se que fait tu perds pas détruire ton et vaisseau. tu te fais looter ton cargo. Par contre, Mais tu pas vas devoir justement les modules de ton vaisseau. non, les modules et tout ça, tu vas devoir les réparer par contre. T'as pas une partie qui est burn, un truc comme ça. Non, tu gardes ton vaisseau et les modules, mais tu répares en fait à la station. C'est du cargo et de l'XP quoi. Parce que moi, personnellement, ça me choquerait pas qu'à un moment, ils modifient les trucs, qu'ils se disent, bah, tu peux perdre des modules sur ton vaisseau, des crews et ton cargo. Bah, Moi, bon. ça me choquerait pas, parce que tu perds Ouais. pas ton vaisseau, parce que le vaisseau, c'est quand même ce qu'il y a de plus cher, tu vois. Bah, en fait, Tu veux non. perdre- Attendez les gars, faut faire disclaimer, hein. Théorie crafting. Ouais, théorie crafting, ouais. Mais alors, déjà, le vaisseau, non, je pense pas que ce sera le plus cher. Je pense qu'à la fin, les modules de ton vaisseau et les composants vaudront beaucoup plus cher que le châssis. Mais surtout si t'as fait un truc un peu pimpé pour le PVP et tout, tu vois. Non, et à mon avis, ce qui va coûter cher, c'est pas vraiment le vaisseau en lui-même, c'est plutôt les composants super rares, les crews super rares aussi, les équipements de crews super rares, tu vois, ça va aller assez loin. Mais du coup, ce qui est je suis assez d'accord avec toi dans le sens qu'il faudrait qu'il y ait une perte, mais il faudrait peut-être pas que ce soit instantané, tu vois. Plus, voilà, ton composant, tu l'as réparé une fois, du coup, il va perdre un peu en durabilité. Donc tu le répares 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et peut-être que au bout de la 250e fois où tu le répares, eh ben, le truc, il est juste cassé, quoi. Donc tu dois juste le changer, en fait, il est irréparable. Donc tu as un système d'usure, en fait, au fur et à mesure du temps. Et donc ça pourrait marcher pour les composants, mais ça pourrait marcher pour les crews aussi, tu vois. Un mec, il va se faire expulser dans l'espace 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Peut-être au bout de la 100e fois, le gars, il va être... bon, tu vois, il va pas survivre, quoi. Non, mais aussi, t'as aussi un simple système de vieillissement. Au début, il acquiert de Ça peut être l'expérience. aussi ça. Après, il perd en réflexe, en vitalité, voilà, au fur et à C'est mesure. ça devient un vieux bonhomme, quoi. Après, parce que moi, je sais que sur Star Citizen, en PvP, quand tu perds ton équipement sur 2. Hein. Tu perds pas ton vaisseau, mais tu perds quand même, en tout cas, ton équipement de ton... Tes composants, ouais. De composants, tu vois. Ça, moi, si les mecs s'appuient sur ça, moi, ça me choquerait pas. Bah, l'idée, en fait, là où il s'était arrêté pour la medium risk zone, ce serait que tu n'aurais pas de perte d'assets. C'est-à-dire que tu auras des coûts de réparation, tu auras des coûts de fonctionnement, tu vas perdre tes ressources, tu vas potentiellement perdre le butin que tu as ramassé. Par contre, des choses que tu as achetées, genre ton vaisseau, genre tes crews, genre tes composants, les trucs vraiment, les trucs que tu possèdes, tu vois, eh ben ça, tu peux pas le perdre. Parce que c'est, on va dire, ton investissement initial.
Tu vois, la medium risk zone, c'est tu peux perdre potentiellement ton butin et avoir des coûts de fonctionnement, mais ton investissement initial, on n'y touche pas. C'est ça le medium risk en fait. Et là où on commence à toucher, Bah ouais. c'est surtout, je sais pas. Non, je pense que la majorité des gens Comme les gens qui joueront en jouent avec des medium. sauvegardes, tu vois. Oui, voilà, c'est un peu ça. Mais bon. Il y a un jeu qui fonctionne comme ça, c'est Albion, et ça marche bien. Il y a une zone jaune où c'est la medium risk zone où tu perds pas grand chose et tu pars en black zone et là tu meurs, tu perds tout quoi. Et ça sera pareil sur Star Atlas et je trouve que c'est assez bien équilibré parce que ça va permettre. Il faut faire attention parce que déjà Albion c'est un jeu qui est très punitif et il y a beaucoup de joueurs qui partent parce que ils trouvent ça trop punitif. Le fait de perdre tous les assets, ça va faire partir des joueurs. Donc s'il n'y a pas une zone où on peut quand même avoir un peu de PVP, etc., mais de manière safe, on risque d'avoir un jeu trop punitif où certains joueurs vont partir parce qu'en fait, le jour où ils vont perdre leur vaisseau, bah, ils reviendront plus, quoi, c'est fini. Donc il faut vraiment qu'il y ait quand même une sorte de zone où les joueurs peuvent faire du PVP, jouer, prendre du plaisir, sans perdre tous leurs assets. Et ça, c'est vraiment vachement important. Et ensuite, il y aura la zone à haut risque, où là, ça sera très punitif, et là où seront les meilleures récompenses aussi, c'est logique. Et là, ça sera les joueurs qui sont prêts à perdre des assets qui iront et avoir du fun aussi, quoi. Il faut vraiment en avoir un petit peu pour tous les goûts et que ce ne soit pas les mêmes systèmes au risque et medium risk zone. Je pense que c'est important de faire deux visions un peu différentes et je pense que c'est bien vu côté Star Atlas de faire ça. C'est exactement le même fonctionnement sur Albion et ça marche plutôt bien. Oui, mais sur Albion, le fait que tu perds ton stuff, c'est pas grave, tu peux le reformer, tu vois. Mais pour les crews, ce qui pourrait être intéressant, c'est avec le vieillissement, tu vois, tu peux faire vieillir au bout d'un moment, tu le perds le mec, et tu peux, quand tu joues, recruter. Quand tu vas sur d'autres planètes, etc., tu peux avoir un bouton comme scan, hein, tu fais recrutement. Et une fois sur X, t'as un nouveau monde d'équipage. Ce qui fait que ça incite à jouer, parce que si tu joues pas, tu perds tout ton crew. Voilà, puis c'est tout. Et celui qui joue, il en perd, mais au fur et à mesure, on le récupère. Sur Albion, tu disais, je reviens sur Albion, tu peux le refarmer, ça sera pareil sur Star Atlas, tu repars en medium risk zone et tu refarmes en zone safe et puis tu refais un vaisseau, quoi. Ça va être pareil. Attends, en zone. Quoi les couleurs de zone sur Albion? En medium risk zone où tu risques rien, tu vas pouvoir farm et puis refaire des assets, quoi, petit à petit. Ah oui, je m'en souviens. Zone jaune, en fait, tu peux choisir si tu veux te mettre en PvP ou pas. C'est ça. Et zone rouge et noire, si tu perds ton stuff, tu perds tout, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en fait, souvent, ce qu'on fait, les gens, quand on fait du PvP en zone rouge ou noire, ils prennent pas le stuff T10, tu vois. Ils y vont souvent en T5, un stuff intermédiaire. Et, non, il y a tout, ça dépend. Pour les grosses batailles. Si t'es chez toi, forcément, t'es au rang max. Quand t'es pas chez toi et que tu vas roam chez des mecs, tu prends pas forcément le stuff max. Tu prends du très bon stuff quand même. Hein. Si. Quand tu vas en Black Zone, ça dépend, mais ça dépend aussi de tes sorties, du type de sortie, du type de gameplay. Mais il y a du très gros stuff qui sort en Black Zone. Hein. Donc ça sera pareil sur Star Atlas. Tu auras des gens qui ont les moyens et plus tu sors du tir un stuff gros, plus tu vas péter des mecs en face aussi. Hein. Donc c'est ça. Tu auras de reward. Donc tout ça sera un équilibre entre la gestion de risque et puis les rewards. Les gars, ça fait 52 minutes qu'on est là. J'ai une petite question à vous poser pour un Fimbul Lobby, si ça intéresse des gens. Est-ce qu'il y en a encore qui se déplacent pour des Fimbul Lobby ou on passe à autre chose? Parce que je sais qu'on a des gagnants du loto dans l'assemblée ce soir. Du loto. On va parler des Golden Tickets après d'ailleurs. Il y a des choses à dire. En tout cas, du coup, Golden Ticket. La question du brew de ce soir, alors pour ceux qui ne le savent peut-être pas, à chaque brew on pose une petite question quiz sur Star Atlas. Vous pouvez donner la réponse par texte dans le canal Atlas Brew, juste au-dessus du chat vocal. Donc c'est là que je regarderai pour trouver le gagnant. C'est le premier qui répond, qui donne la bonne réponse, donc réponse précise en général. Hein, on va être... Voilà, ouais, voilà, c'est tout. Donc le premier qui donnera la bonne réponse aura un Fimbul Lobby. Vous pourrez envoyer votre adresse Solana à Darwin, ou en tout cas moi je lui communiquerai. Et voilà, donc c'est la
le quiz de la semaine. Alors, la question. On parlait des Golden Tickets. Et la question de la semaine. Quel a été, lors du second événement de Golden Ticket de Star Atlas, le nombre total d'entrées pour le second événement? La semaine 2. Nombre total de tickets entrés pour la semaine 2. Non, j'en vois qui ont dû se précipiter sur leur clavier, qui ont tapé à côté. Alors. Non, mais non. J'en vois qui sont à côté. Est-ce qu'on a un gagnant? Le nombre de tickets entrés total pour la semaine 2, et je pense qu'on a un gagnant. Et le gagnant de la semaine, est-ce que c'est... Ouais, Attends, je remonte parce qu'il y en a d'autres qui ont posté aussi. Il me semble que c'est Nakar, 740 500 tickets pour la seconde semaine. ouais, Nakar. Yes, bah GG à toi Nakar. Tu peux me DM ton adresse publique Solana où tu veux qu'on t'envoie la récompense de la semaine et je transmets à Darwin, je lui mettrai un petit message. Ouais, bah c'est cool. Merci en tout cas. GG à toi. Ouais. Du coup, transition, les Golden Tickets, ça fait, on est dans la 3e semaine là. Il y a eu beaucoup plus de tickets qu'escompté la première semaine. Il s'attendait à 600 000 tickets, on en a eu, il me semble, 2 millions, non, 1 million de tickets pour 2 millions total, un truc comme ça. Attends, je te dis ça. Attends, je suis sur le site, je vais regarder. Quasiment 1 million, 957 000. Ouais, voilà, 957 000 tickets. Ce qui est quand même assez ouf, hein. C'est quasiment presque 2 fois le truc initial là, qu'ils avaient prévu. Du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de tickets qui ont été burn aussi sur ces 2 premières semaines, et là c'est un peu plus timide sur la 3e. Alors, est-ce que personne s'intéresse au prix? Tiens, d'ailleurs, on pourrait faire un petit sondage dans la commu FR là, vu qu'on a tout le monde. Est-ce que la 3e semaine, ça vous branche niveau ticket? Est-ce que si vous pouviez en mettre plus cette semaine, est-ce que vous en mettriez un peu plus? Là, cette semaine, c'est des habitats stations, tier 3, tier 4, il me semble, et des claim stake. Sachant qu'il y a du claim stake tier 5, et il y a un joli prix en Atlas aussi de 5,6 millions. Bah, les claim stake et l'Atlas, c'est bien, mais les habitations, je pense que par rapport à un Imp, un Timeship ou Visus Balade ou truc comme ça, ok, là, ça fait pas la comparaison. Je pense que ça fait moins, ça fait moins hyper les gens, ouais, parce qu'il n'y a pas d'utilité immédiate. C'est genre t'as ton... De leur propre dire, c'est purement cosmétique. De leur propre dire. T'as ton habitat là et bah voilà, c'est une maison quoi. Et bon. Est-ce que c'est purement cosmétique? Non, parce que tu as un bonus de storage et un bonus de crafting station. Bien que l'entrepôt et la crafting station ne seront pas livrés avec si vous les gagnez pendant la pendant l'événement Golden Ticket. Ça, il fallait les acheter pendant la vente d'origine pour avoir tous les petits bonus avec. Mais la possibilité de les ajouter, voire de les crafter, sera toujours là. Donc, posséder un de ces assets, moi je sais pas, hein, franchement un petit habitat tier 3 et tout ça, faut regarder le prix à laquelle ça a été posté à la vente d'origine, sachant que c'était le prix entre guillemets discounted, donc quand ils vont les revendre ce sera encore plus cher. À mon avis c'est peut-être un peu sous-évalué. Je pense que les gens se rendent pas compte de ce qu'on pourra peut-être faire plus tard avec ça, parce que le housing ça peut être tout un nouveau pan aussi de gameplay qu'on ne voit pas encore, mais c'est plus un pari long terme, quoi. Dans quelques années, est-ce que tu veux avoir une des quelques centaines de maisons dans la Space Station, tu vois? Ça pourrait être, à voir comment le marché de l'immobilier se développe sur Star Atlas, mais ça pourrait être un pari sur quelques années qui pourrait payer beaucoup, je pense.
Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Un vaisseau, tu l'as maintenant, tu l'utilises maintenant. C'est une vision des choses. C'est une vision des choses que je respecte et que je comprends totalement. Moi-même, j'ai regardé un peu les Golden Tickets. Je me dis bon, alors je vends, j'en utilise. Au final, je fais un peu de tout, mais ouais. Je comprends la vision. Voilà, je peux avoir un IMP peut-être que je peux utiliser maintenant qui se rentabilise en quoi? En un an, un truc comme ça? Ouais. En tout cas, ouais, je pense que cette semaine 3 sera peut-être un peu moins riche en tickets. Ce qui peut être une opportunité pour ceux qui veulent. Moi, je sais que je vais tenter, je vais la tenter cette semaine. Je vais mettre un peu de GT dedans. De toute façon, j'en mets un peu toutes les semaines, mais là, je vais en mettre un peu plus cette fois-là. Parce que je pense que ce sera un peu plus easy, quoi. On verra. Ça se tente. Et ouais. Et puis attends, il y a quand même un petit pactole de 5,6 millions d'Atlas. D'ailleurs, il me semble qu'un de nos membres de la communauté francophone a gagné un prix de 5 millions d'Atlas, c'est ça, et on a quelqu'un d'autre qui a gagné un D9. Donc GG à eux s'ils sont là ce soir. Voilà. Super pour vous, super de voir qu'on a toujours des Français dans les leaderboards d'une manière ou d'une autre. On lâche rien. Donc curieux de voir comment va évoluer les chiffres sur les Golden Tickets semaine par semaine. Il y a eu un gros burn là sur les premières. Ça peut être une strat aussi d'attendre la fin, notamment ce qui m'intrigue un peu, le choix de la communauté à la fin. Alors, le choix de la communauté, qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'ils nous laissent vraiment free range, on choisit un peu ce qu'on veut? Ou alors est-ce qu'on va avoir un choix multiple et ça va être des trucs un peu pourris? Je sais pas. Parce que le fait qu'ils ne disent pas, c'est un peu... On choisit le titan. Bah ouais, parce qu'en fait, moi, ça me ferait vachement marrer que en fait, le choix de la communauté, c'est ça, mettez un titan. Mettez juste ça. Juste, il y a un titan, il y a un ticket qui va l'avoir. Et regardez ce que la commu fait avec ça. Enfin, franchement... Je pense que le nombre de ressources qui seraient burn sur ce truc, ce serait magistral. Franchement, ça a dû leur passer par la tête, c'est pas possible. Là, tu vois, là, j'aimerais bien que Darwin soit là pour lui demander, parce que je trouve ça ouf qu'ils y aient pas pensé, ou alors, c'est ce qui nous attend, on verra, mais enfin, moi, je pousserai dans cette direction. Choix de la communauté, allez-y, donnez-nous un vaisseau de Tufa, ou un Super Phoenix, ou je sais pas quoi, mais un truc qui fait baver un peu, là. Encore mieux. Je veux un Photoly Titan. Ce serait quand même déstabilisant pour l'économie, quand même. C'est Gumball. Un titan, je suis pas sûr que ce soit déstabilisant en soi-même, même si tu le mets dans score ou quoi, tu vois. Franchement, ce qu'il va consommer déjà de ouf aussi. Et il y a des mecs avec des flottes qui dépasse largement ce que peut produire un titan, je pense, en termes de commandeurs, de capitaux, de machin. Il y a vraiment des putains de Léviathans sur Star Atlas. Donc, je pense pas que ça déstabiliserait tant que ça, tu vois. Bon, après, Freeman vient de nous préciser, c'est 150K de value max. Même si c'est 300K. C'est ce qu'ils ont dit, mais allez, peut-être. Allez. Les règles, ça se change aussi. C'est clair. Non, mais oui, je pense que... Le plus réaliste, oui, c'est sûr, ce serait qu'on va avoir en gros le choix un peu entre ce qui reste dans les fonds de tiroir pour arriver à 150K. Pourquoi pas une loterie avec que de l'Atlas? Franchement, ce serait pas mal non plus. Ouais, même que de l'Atlas, c'est même souvent plus intéressant que des fois le premier prix. Ouais. Ce qu'il y a eu Brasna la dernière fois, c'est les 5,3 millions d'Atlas au final. Tu reconvertis comme tu veux après, tu vois, c'est ça qui est bien aussi. C'est ça. Ouais, t'es pas sujetti aux ordres de vente et d'achat si tu veux changer. Non, mais il a eu le meilleur prix, 5,6 millions d'Atlas, c'est beaucoup mieux qu'un tank. Ah ouais, refait quoi. Et il y a un gars qui a eu, je crois que c'était 1 million d'Atlas, c'est ça? Avec 10 tickets. Ouais. Donc on peut dire ce qu'on veut sur l'algo, il y a quand même cette chance de se pointer les mains dans les poches, à mettre un ticket au pif et genre voilà, t'as juste la méga chatte quoi. C'est le FR Wakabi qui a eu avec 10 tickets là? Parce qu'il y en a un autre FR qui a eu 1 million d'Atlas apparemment.
Je sais pas qui a eu le truc avec 10 tickets. Je me souviens juste avoir quelqu'un a posté le tableau. Attends, je vais le retrouver. Et il y a un gars, ouais, il s'en est sorti avec 10 tickets, 1 million d'Atlas, quoi. Parce qu'il y a Wakabi déjà là dans le chat qui dit qu'il y a un affaire qui a aussi eu un prix de 1 million d'Atlas. Plus un tap. Attends. Qui se met pas en avant, qui se cache, il a raison. Ouais, les nouveaux riches, là. Les Atlas millionnaires. Qui cachent leur identité. Mais donc, oui. Là, vu comme on est parti, dépêchez-vous de faire votre million d'Atlas. Attention. Bientôt, ce sera plus possible. Où est-ce qu'il était, ce tableau Il l'a mis Nakar. Ah, super, merci. Ouais, c'est ça. Et alors, tac. C'est un certain Jackie qui a eu ça. Donc, non, je pense pas que ce soit un mec d'ici. Ah, il y a Aubry qui a eu 1 million d'Atlas. Mais t'avais mis combien de tickets, Aubry? J'ai jamais. Eh bah oui, GG à toi. C'est bien. Et alors, je sais pas si tu veux partager, qu'est-ce que tu veux en faire du coup? Tu les stacks, tu les gardes, tu retransfères en vaisseau, tu cash out. T'es pas obligé de dire, hein, c'est par curiosité. Je les ai mis dans le locker, j'aurais fait pareil, mec. Ouais, si je gagne 1 million d'Atlas direct, je mets dans le locker et j'y touche plus. Et plus de filles surtout là. Et comme ça, t'as la sécurité des 21 jours qui t'empêche de trembler des mains, tu vois, quand ça vaudra trop et tu réfléchis un peu. Eh oui, 4,5 police par jour. Ouais, c'est pas mal. Ouais, et puis t'as moins de fees. Regarde, 4,5 polices par jour, au final, c'est juste 3000 polices, 3500 polices de stacker actuellement. Et là, en Atlas, c'est énorme ce que tu bloques. Je sais pas, moi, j'aurais pas stacké l'Atlas, perso. Enfin, peut-être les 10 000, mais après, je trouve que c'est pas vraiment rentable. Même si tu fais de la revente et tout, je sais pas. Oui, mais Nakar, quand l'Atlas sera à 1 $, tu te poseras plus la question. Ouais, non, mais après, il y a de la spéculation, mais après, il peut doubler son bag en revendant maintenant et racheter si ça redescend. C'est possible aussi, mais voilà. C'est... je sais plus qui c'est qui disait ça sur le chat, mais oui. En bull market, le problème, c'est que voilà, t'attends que ça redescende, et puis en fait, si vraiment on est reparti comme il y a 2 ans, là, bon... Peut-être que les redescentes, elles viendront jamais, en fait. Donc tu te contentes de voir le truc continuer de monter. Je pense que là, c'est bien. Alors, ceci n'est pas un conseil financier, attention, je me mouille pas. Mais je parle pour moi, en tout cas. J'aime bien avoir des bagues et juste me dire maintenant, bon, bah ça, je les tiens parce que, bah, si c'est pas maintenant, c'est jamais, quoi, tu vois. Donc là, ça fait 2 ans que vraiment, hein, ça a été la merde. Là, on est quand même reparti bien, franchement, dans les cryptos en général. Je pense que là, c'est pas mal... en termes de timing pour commencer à avoir des gros bags et pas les lâcher en fait. Tu vois. Mais bon, ça n'engage que moi. Donc, je suis assez d'accord avec ça. Au niveau des cours, pour l'instant, on n'est pas encore... on n'est pas remonté à des points pour le BTC, pour le TH, des points de vente. Toujours dans la période d'accumulation. Pour certains tokens, on est sorti un petit peu là. On est revenu à la normale, quoi. Genre le sol là, il a un peu monté. Enfin voilà. Du coup, ouais, je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur les golden tickets ou quoi. Sinon, bah écoutez, on arrive à 1 heure de brew, donc je vous propose de passer dans l'after. On va pouvoir donc bouger dans le chat vocal juste en dessous. On n'a plus de push to talk et voilà, on est tranquille. Je vais couper l'enregistrement. Voilà, je sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Sinon, ben merci d'être venu pour ce brew numéro 38, ça fait plaisir de revoir tout le monde. Gros big up à tous ceux qui sont venus du coup à Amsterdam aussi, qu'on a pu se voir du coup en réel, c'était super sympa. Au plaisir du coup de voir tout le monde sur le Discord à nouveau.
Ouais, on va passer du coup dans le chat vocal juste en dessous. Bisous à ceux qui regardent la rediff sur YouTube. Et n'hésitez pas à nous rejoindre du coup sur le Discord francophone de Star Atlas tous les dimanches 18h, heure française, presque tous les dimanches, de temps en temps le dimanche, en espérant qu'on est un peu plus régulier à l'avenir, même si c'est compliqué par moment. Allez, merci à tous, à la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, je sais pas, on fera les annonces, on se revoit sur le Discord.